Alors là, chapeau. Au revoir. C'était Katia Sanro. Alors là, chapeau. on ne peut pas tout avoir au même moment. Ce n'est pas possible. Mon grand-père était commerçant et vendait des postes de radio. Quand je suis arrivée dans le secteur il y a bientôt 6 ans, on ne savait pas si ce marché allait devenir un marché de commande, comme l'audiovisuel, ou un marché publicitaire, comme peut l'être la presse ou le digital. Mais je trouve que tourner la page et tourner correctement la page, c'est hyper important dans la vie. On a souhaité, pour continuer à développer l'action du PIA, élargir nos statuts. Donc l'audience, elle va continuer de croître, c'est indéniable, mais on a besoin d'avoir le Netflix français. Alors là, chapeau. Un podcast audio et vidéo de Et avec Philippe Chapeau. Radio House. Alors là, chapeau, le podcast B2B qui salue celles et ceux qui ont façonné ou façonnent l'audio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, laissez-moi saluer de mon haut de forme, puisque je m'appelle Chapeau, Katia Sanro. Bonjour. Bonjour Philippe. Après t'avoir deep searché, voilà ce que l'Internet sait de toi. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcastez mieux, plus vite, plus intelligemment. Pour bien comprendre notre invité d'aujourd'hui, il faut remonter le temps. Pas seulement à sa brillante carrière dans les médias, mais bien avant dans sa chambre d'adolescente. Ah, t'adores, hein? Une époque où, passionnée par les séries américaines, elle apprenait seule à coder pour créer l'un des tout premiers sites de fans français de la série Roswell. Je connais même pas cette série. Cette geek dans l'âme qui bâtissait déjà des communautés en ligne ne savait pas encore qu'elle posait les fondations de toute sa vie professionnelle. Après cette première vie digitale, Katia Sanro a suivi un parcours plus classique, mais tout aussi impressionnant. Elle a passé plus de 10 ans au sein de grands groupes comme Marie-Claire et Le Figaro, à piloter la stratégie de titres prestigieux, une voie royale. Et puis, un événement personnel est venu tout changer, un congé maternité. Dans ce moment de vie un peu suspendu, elle a une véritable révélation en découvrant le podcast. Elle y trouve une intimité, une créativité et une liberté qu'elle ne voyait nulle part ailleurs. C'est pour elle une certitude, le futur des médias se joue aussi ici. Cette conviction la pousse alors à prendre une décision audacieuse, un choix qu'elle a décrit comme un vrai dilemme. Quitter la sécurité et le prestige d'un grand groupe pour plonger dans l'aventure entrepreneuriale de Louis Média, un studio de podcast encore jeune, mais déjà acclamé. Elle pariait sur sa vision. Pourquoi un tel pari ? Peut-être parce que son lien au podcast n'est pas que stratégique, il est profondément personnel. Elle confie que c'est le média qui l'a fait la plus pleurer. Moi aussi, j'ai pleuré dans un podcast, je l'ai même raconté dans Podcast Magazine. Se souvenant avoir été submergé par l'émotion dans le métro en écoutant une histoire. Aujourd'hui, c'est cette même passion qui l'anime dans sa double casquette, celle de directrice générale de Louis Média, où elle fabrique ses récits, et celle de présidente du PIA, le syndicat des producteurs audio, où elle se bat pour l'avenir de toute une profession. De la codeuse adolescente à la voix de tout un secteur, le parcours est assez fascinant. Est-ce que ça correspond plutôt bien, ce deep search, où il manque des trucs ? Écoute, non, ça correspond plutôt bien. Je peux te confier une autre anecdote, peut-être, qui, ça se trouve, a joué sur l'arrivée dans l'audio et sur ce rapport à l'émotionnel que je trouve dans l'audio. Mon grand-père était commerçant et vendait des postes de radio. Mais non. C'est toi qui m'y as fait penser aussi tout à l'heure, parlant de la radio. Et notamment, c'était à lui qu'on s'adressait pour sonoriser les événements de sa petite ville, Charlieu, en Saône-et-Loire. Et du coup, voilà, autour de ces premiers postes de radio, il y avait véritablement un regroupement humain et un partage, en fait, très fort. Et moi, j'ai toujours eu de l'audio dans ma jeunesse, autour de moi. Et c'est vrai ce que tu dis, j'ai ressenti un peu la même révélation quand j'avais découvert les séries télé.
C'était des nouveaux modes de storytelling, des nouveaux modes de consommation, des nouvelles offres créatives en fait, et c'est ça qui m'a touchée. Et puis aussi quand on est, je pense, en tout cas dans cette logique de développement de médias, se rendre compte qu'il y a un nouveau marché, c'est pas tous les jours que ça arrive, et se rendre compte qu'il y a tout à faire aussi en structuration, c'est un vrai challenge. Du coup, c'est vrai que quand Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua m'ont proposé de les rejoindre. Alors, j'ai vu qu'en fait, tu étais cliente de Louis Média. Tout à fait. J'étais une des premières clientes de Louis Média, la première certainement, parce que quand j'ai voulu lancer les podcasts de Madame Figaro, je cherchais en fait un studio capable d'accompagner les rédacteurs en chef et la direction de la rédaction dans cette transformation éditoriale pour trouver la voie d'un titre déjà très installé, très prestigieux comme tu l'as dit, mais d'avoir véritablement cette capacité de discuter de l'exigence de cette ligne éditoriale et de réinventer avec eux cette proposition-là pour s'adresser au public des podcasts, mais aussi au public historique du titre. Et du coup, c'est à peu près à ce moment-là que Charlotte et Mélissa ont annoncé la création de Louis dans Le Figaro, d'ailleurs. Du coup, lisant mes petites pages saumon, j'ai vu cette information. Et j'ai envoyé un DM sur Twitter à Charlotte en lui proposant de la rencontrer. Et ça a été une très belle rencontre où déjà il y avait un alignement dans l'exigence éditoriale qu'on avait et qu'elle mettait vraiment en point de mire pour Louis Média. Et du coup, ça s'est très bien passé. On a commencé à travailler ensemble, moi comme cliente, elle comme studio de production. Ça a été super parce que moi je suis assez convaincue que les premiers mois peut-être de collaboration, il y a un vrai travail de recherche. Souvent on dit que la pré-prod c'est le plus compliqué, mais qu'une fois que ça sort, une fois que c'est aligné, une fois que on a l'expérience, finalement c'est très fluide et c'est un vrai confort de trouver le bon duo entre l'éditeur et le producteur. Et c'est ce qu'on a trouvé nous ensemble. Et puis on a continué à échanger sur cette vision des médias, parce qu'à l'époque j'ai dû aussi aller chercher les premiers annonceurs pour ces podcasts de Madame Figaro et convaincre les gens. Donc je me suis aussi rendu compte que il y avait pas de marché, c'était un secteur qui n'existait même pas pour les agences, pour les annonceurs. Donc à l'époque c'était des budgets d'innovation. Donc c'est ce qu'on allait chercher, et quand elles ont voulu structurer l'entreprise, c'est-à-dire avoir vraiment les premiers recrutements fondateurs, elles m'ont proposé de les rejoindre et de m'associer. Donc je les ai rejoints comme directrice générale à ce moment-là, dans une vraie complémentarité, parce qu'on a des profils complètement différents et très complémentaires. Je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Donc il y a rien d'autre, il y a rien de faux dans rien ce qui est ça. Non. Donc ça a été bien résolu. Il y a rien qu'on a oublié non plus, à part ce que tu viens de répéter dans ton parcours tel que tu le vois toi de ton côté. Non, il y a rien. Quand je suis arrivée au Figaro, c'était vraiment pour travailler dans le digital. Tu l'as dit un peu. J'ai toujours adoré apprendre par moi-même. J'ai toujours eu une passion pour les médias en général, pour le média papier, pour la presse. Mais du coup, forcément, j'ai grandi aussi avec mon temps. Et à l'époque déjà, il y a bientôt beaucoup trop d'années, il y avait une vraie possibilité de prendre des places sur le digital. Il y avait tout à faire. Pour la petite histoire, je vais même te donner quelque chose, ça va l'énerver que j'en parle. Ouais. Mais à l'époque, j'ai un prof, quand j'étais à l'ESCP, qui nous enseignait le digital et qui m'avait dit, écoutez, on était deux, il m'avait dit, les gars, vous êtes deux à comprendre ce que c'est que le digital, ne vous foirez pas dans votre carrière, allez travailler dans le digital avant d'aller travailler dans d'autres médias. Et tu sais qui était cette personne? Eh ben, c'était Joël Ronez, mon Mais non. Voilà, c'est tout. Ah, il était prof. Toi aussi, t'es prof d'ailleurs, j'ai vu. Tu enseignes, non? Alors, j'enseigne pas, mais dès qu'on me le propose, c'est vrai que j'essaye d'accepter les sollicitations, notamment pour aller à la rencontre des étudiants, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté quand j'étais étudiante, de rencontrer les professionnels. C'est vraiment hyper important. Et je suis d'autant plus ravie de le faire quand il s'agit d'écoles de journalisme. Ouais. Et qu'on me demande d'intervenir, par exemple, sur le modèle économique du podcast.
parce que je suis convaincue que donner les clés aux journalistes de comprendre le modèle économique, c'est un avantage pour eux, c'est un avantage aussi pour leurs médias et c'est un avantage pour, au final, la créativité et le développement du secteur des médias. Et c'est vrai que le podcast, c'est un secteur finalement très hybride déjà, puisqu'il est à mi-chemin entre les médias, presse, audiovisuel, radiophonique, et finalement la création littéraire, l'influence, et dans les modes de commercialisation, dans les modes de distribution, il est hybride par nature. Du coup, c'est important de comprendre comment il se nourrit par certains modèles publicitaires, de l'audio ads, du programmatique, et puis aussi de mécaniques de sponsoring qui vont un peu plus s'apparenter aux opérations spéciales ou à l'influence. Et c'est une fois qu'on a compris la diversité de ces modèles économiques qu'on peut ensuite faire des choix et arbitrer au mieux pour son média et sa production. Voilà, c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini ? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur lalettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.